C'est comme si un déclic s'était produit dans sa tête et qu'il avait ouvert les yeux. Il vit son arme dans ses mains et Teresa à ses côtés. Elle était heureuse qu'il ait enfin réussi. Il est vrai qu'avant d'y parvenir, il était tombé dans la réalité et s'était mis à rire. Ils ont essayé de lui crier dessus, mais en vain. Déjà, il commençait à s'inquiéter, et notre héros se demandait combien de temps il avait passé dans un tel état. Takeda lui répondit que cela faisait 3 heures. Notre héros se rendit compte que lorsqu'il reprit ses esprits, la première chose dont il se souvint fut le sourire et tout de suite le rictus qui était apparu sur son visage après la mort de Sarah et de Tangent. Et il ne réalisait pas ce qui lui arrivait, mais Teresa, qui se tenait à côté de lui, était heureuse qu'il ait réussi et qu'il puisse maintenant former une équipe. Moi aussi. C'est super, dit Takeda. Décidant de demander à notre héros ce qu'il tenait, en tenant son arme, il commença à dire qu'il ne savait pas vraiment pourquoi, mais qu'il ne comprenait pas. Car chaque étape du jeu de Dieu, le rapprochant de la vérité, était incompréhensible. Pourquoi, même maintenant, il avait l'impression de se perdre. Et Tanya était apaisée par la soif de sang qu'il commençait à ressentir. Mais les gars autour ne comprenaient pas de quoi il parlait. Et quelle soif de sang? Teresa a commencé à dire que lui-même ne savait pas vraiment qui il était, et personne d'autre non plus. Personne ne le sait. Notre héros commence à se demander s'il est vraiment ce genre de personne. Et pourtant, le garçon de ses souvenirs lui semblait si innocent. Et à un moment donné, il s'est tellement égaré que le sentiment qui le caractérise est devenu la soif de sang. Mais il ne voulait pas y penser maintenant, parce qu'il se moquait bien de ce qui le caractérisait. Après tout, il n'était plus le même homme qu'avant, ni celui qu'il avait vu dans ses souvenirs. Il a changé. Ce qui signifie qu'il fera ce qu'il choisira de faire. Et c'est à ce même moment que Takeda commença à dire que peu importe qui il était, on ne peut pas échapper au passé. Et ce jeu ne fonctionne pas de cette façon. Mais s'il croit vraiment qu'il peut se battre contre ce qu'il est vraiment, c'est très bien. Et il s'en moque, tant qu'il est capable de tuer les ennemis qui se mettent en travers de son chemin. C'est juste qu'il doit essayer de ne pas se perdre. Et comme il a rattrapé son retard, Takeda a proposé à notre héros un marché avant le prochain round. Et dès qu'il était prêt, pas question de commencer. Au même moment, Takeda a demandé à Teresa si elle voulait bien s'échauffer avec eux, ce à quoi elle a répondu par un signe de tête. Après tout, elle ne pouvait pas rester là à regarder. C'est à ce moment précis qu'ils commencèrent à s'entraîner, et les heures passées dans le château se transformèrent en un entraînement épuisant sous la direction de Takeda. Ils se sont battus l'un contre l'autre, affinant leurs mouvements et leurs compétences, essayant de ne faire qu'un. Takeda n'était plus aussi vif à révéler ses capacités, mais il était évident qu'il se retenait encore. Teresa, quant à elle, parlait ouvertement de ses capacités et de ses armes. Elle les aidait même à comprendre les différences de stratégie en combinant leurs compétences de combat. Sa franchise était comme une brise fraîche, et à côté de Teresa, il se sentait moins seul dans ce jeu sauvage de la mort. 1 heure avant le 3e round, les petits robots qui patrouillaient dans le château les ramenèrent au salon. Et dès qu'ils entrèrent dans la grande salle, ils furent surpris par ce qu'ils virent, la plupart des joueurs, tous impliqués dans le jeu de Dieu. Notre héros commença à douter qu'il puisse faire tenir tout le monde dans une seule pièce, peut-être y a-t-il d'autres châteaux. Mais au même moment, Takeda commença à dire qu'il était debout, et qu'il devait le regarder. C'était le plus fort, c'était ce grand chauve, un adversaire vraiment dangereux. Mais aucun d'entre eux ne l'intimidait comme celui-ci, qui se tenait tout équipé. Son aura le tuait littéralement. D'un seul coup d'œil, il semblait déjà que personne ne pourrait le maîtriser, et que personne ne pourrait le vaincre. Et Takeda a commencé à dire qu'il ne connaissait pas son nom et qu'il n'avait encore parlé à personne. Et apparemment, il n'a pas d'équipe non plus. Et Tarasa se demanda s'il allait se présenter seul au 3e tour. Avait-il vraiment perdu la tête? Mais Takeda répondit que non, il était juste sûr de pouvoir tuer n'importe qui ici. Et au même moment, une lumière éclatante apparut, ainsi qu'un portail d'où 2 personnes commencèrent à sortir. C'était la déesse de la guerre et un mannequin. Et elle a commencé à dire qu'elle voyait beaucoup de visages familiers, et elle espère qu'ils sont tous prêts à donner leur vie. Et le 3e tour commence. Le mannequin continue de parler du 3e tour. Igor God a demandé de former des équipes de 3. Et ceux qui sont prêts à passer au 3e tour peuvent le faire dès maintenant. Et ils ont 3 heures pour franchir les portes avant que le château ne s'effondre. Soudain, la déesse de la guerre aperçoit la première personne devant elle qui commence à s'approcher. Et elle lui demanda si le jeu était intéressant. Ce à quoi il commença à répondre qu'elle était bien ennuyeuse, et qu'il avait hâte de lui fermer la bouche pour toujours quand tout serait fini. L'imbécile qui a vu cela a commencé à lui demander s'il participait avec une équipe ou seul. Il a ignoré ce qu'il a dit et a déclaré qu'il voulait en finir rapidement. Et il a commencé à marcher vers le portail.
Teresa, qui regardait cela avec notre héros, a commencé à dire qu'elle pensait l'avoir imaginé, ou que le gars était familier avec la déesse. En fait, la déesse s'est mise à crier de colère qu'elle allait achever cet enfoiré et qu'il se prenait pour qui. Mais Takeda répond qu'elle ne lui a pas montré, et qu'il n'aime pas ça du tout. Mais notre héroïne commence à dire qu'ils en parlaient tous ici et que notre équipe a commencé à entrer dans le portail et leur a demandé d'attendre au moins quelques minutes. Mais Teresa était sûre qu'avant la mort, on ne peut plus respirer, et qu'il vaut mieux ne pas traîner le caoutchouc. Et dès qu'ils se sont approchés du mannequin, il a commencé à leur demander s'ils voulaient participer en tant qu'équipe. Ce à quoi Takeda a répondu que oui. Et au même moment, le mannequin leur a demandé d'entrer dans le téléporteur et leur a souhaité bonne chance. Et au même moment, notre héros constate que Teresa dégage la même confiance que lorsqu'il l'a vue pour la première fois. Elle n'a pas peur de ce qui l'attend. Et lui, c'est seulement qu'il a survécu aux 2 premiers rounds, et que maintenant, on ne peut plus espérer éternellement qu'il y aura toujours quelqu'un pour sauver tranquillement. Et cette fois, il utilise ses yeux et ses armes, et il s'accroche à la victoire par sa propre force. En traversant le portail, Ryan a commencé à lui demander si elle était nerveuse. Elle soupira et répondit que non, qu'elle était seulement inquiète que ses blessures puissent être blessées, mais qu'elle guérirait quand même et qu'elle avait confiance en leur force. C'était une réponse parfaite, pensa notre héros. Ainsi, alors qu'il se trouvait déjà près de la porte, Takeda commença à dire que savoir contrôler ses émotions était la clé de la survie, et qu'il devait le faire maintenant. Dès qu'ils entrèrent, une immense obscurité s'installa. On ne voyait rien. Notre héros a demandé à son camarade s'il pouvait leur procurer de la lumière. Mais celui-ci lui répondit qu'il n'avait qu'à attendre, car il semblait qu'il se trouvait dans une grotte. Et au même moment, les torchers furent allumés. Alors qu'ils commençaient à regarder autour d'eux, ils virent une étrange créature. C'était un singe qui était assis près d'eux. Nos joueurs ont commencé à se demander de quelle sorte de singe il s'agissait, même s'il avait un corps humain. Mais Takeda reconnut ce singe et commença à dire qu'il l'avait déjà vu auparavant, et que le rencontrer maintenant n'augurait rien de bon, car c'était le roi des singes. Le roi des singes se mit à sourire et dit qu'il était heureux qu'il l'ait entendu. Il trouva un rond et commença à leur raconter le pourquoi et le comment de la capture du drapeau. Ils vont jouer à la capture du drapeau, et la déesse a semé la pagaille. Ils ont donc dû l'appeler pour le 3e round, et ils ont de la chance d'avoir un tel maître chien en ce moment. Il va voir s'ils peuvent le surprendre, mais ils doivent dire s'ils aiment les jeux. Au même moment, le roi des singes avait son bâton dans la main, et notre héros ne comprenait pas d'où il venait. Mais le roi des singes a poursuivi en expliquant que, quelque part dans cette grotte, il y a une 2e équipe, et que les 2 équipes ont pour mission de gagner. Elles doivent voler le drapeau adverse et l'apporter à la base de l'arbitre. Et il s'avère qu'ils ont besoin des 2 drapeaux pour gagner. Ils ont 3 heures pour tout faire et, bien sûr, il est permis de tuer. Mais Teresa a décidé de poser la question suivante, que se passe-t-il s'ils perdent, comme d'habitude? Mais le roi des singes commence à répondre que ce tour est légèrement différent des tours précédents, et que s'ils perdent, il veut l'un d'entre eux de son choix, et les 2 autres seront éliminés. Pour l'instant, ils ne doivent pas s'inquiéter, même s'ils perdent. Il y aura toujours une chance d'atteindre le 4e grand. Et c'est maintenant qu'ils doivent la saisir. Au même moment, il a commencé à s'effacer petit à petit et a dit qu'il allait maintenant expliquer les règles à l'autre équipe et que le tour commencerait quand le chronomètre s'arrêterait. En attendant, ils doivent rester assis. S'il triche, il les achèvera lui-même. Et dès qu'il eut terminé, Ryan commença à répondre qu'il pensait que la déesse des impies ne l'était pas, et commença à demander à son équipe quel était le plan. Et Takeda répondit qu'il ne connaissait pas encore leurs adversaires, et qu'il était le plus fort d'entre 3. Alors pour l'instant, ils vont attendre et voir. Il restera pour garder le drapeau, et ils prendront l'offensive. Et ils ne savent pas quelle stratégie l'ennemi va choisir. L'option la plus sûre est de se répartir entre l'attaque et la défense. Mais Teresa lui demande s'il pense qu'ils sont définitivement plus forts que d'eux. Takeda lui répond que si elle veut rester sur la base, il n'y voit pas d'inconvénient. Mais Teresa a répondu que non, elle s'en passerait bien. Et soudain, elle a commencé à pointer sa main vers le chronomètre et à dire à son équipe de regarder, le match semble commencer, et ils seront bientôt de retour avec le drapeau. Mais Takeda doit essayer de ne pas perdre son drapeau. Takeda commence à répondre nerveusement qu'elle ferait mieux de s'inquiéter pour elle-même. Et Ryan, soupirant, commença à dire que c'était ça l'équipe. Dès le début, ils ont commencé à se battre. Et dès que le compte à rebours a commencé, Takeda s'est dirigé vers le drapeau pour le garder, et Teresa ainsi que notre héros ont décidé d'en finir le plus vite possible. Alors qu'il continuait à marcher dans la grotte, Teresa commença à demander à notre héros qu'il lui semblait qu'il n'avait plus peur du tout, et que même lorsqu'il combattait Toru, il semblait calme. Mais notre héros s'est souvenu, alors tout a commencé à répondre calme, à peine un mot approprié,
et plutôt il s'est juste engourdi. Et c'était étrange, car cela ne valait que la peine pour lui de commencer à se battre. C'est comme si un interrupteur se déclenchait dans sa tête, et dans les moments où Trousse devrait avoir peur, il ne ressent rien, et se battre, tuer, tout cela lui semble parfaitement naturel. Il veut juste savoir pourquoi il peut éteindre ses émotions si facilement, pourquoi il n'a pas peur, et pourquoi son sentiment principal est la soif de sang. C'est le 3e round, et il ne sait toujours rien. Ni sur lui-même, ni sur la sœur qu'il recherche, ni sur Teresa. Il a commencé à demander si elle était dans le souvenir qu'il a ramené et notre héros a répondu que oui, mais qu'il n'était pas sûr de la reconnaître maintenant et qu'elle aurait pu être dans le château et qu'il n'y aurait pas prêté attention de toute façon, et il a demandé à Teresa, en réponse, « Cherche-t-elle quelqu'un ici ?» Ce à quoi elle répond que non, et que tous les concurrents qu'elle a rencontrés dans les épreuves précédentes cherchaient quelqu'un ou voulaient atteindre un certain but, devenir le plus fort par exemple, et que ces bouts de papier ne portaient que son nom et son âge. Elle n'a personne à chercher, et pas d'objectif non plus. Et c'est un peu une dérobade. Après tout le monde ici a au moins une raison écrite de continuer à vivre, et elle n'a rien. Et même les souvenirs qu'on lui a rendus s'avèrent être des conneries. Laissant couler ses larmes, notre héroïne s'en aperçoit et commence à dire que si elle ne veut pas le dire, elle n'est pas obligée de le faire. Mais elle lui a répondu que ce n'était pas grave. Elle n'était qu'une enfant, assise sur le sol, le sang coulait de sa blessure à la tête, et quelqu'un se tenait derrière elle, mais elle ne voyait qu'une ombre inquiétante. Notre héroïne lui demande ce qu'elle veut dire, qu'elle n'a aucune raison de vivre, qu'elle doit trouver qui sait et lui faire la peau. Mais Teresa lui répondit qu'une telle histoire de vengeance plairait à quelqu'un comme Takeda, puisqu'il est si frimeur. Teresa a donc commencé à dire à notre héros qu'il savait qu'elle était contente qu'il la harcèle dans ce couloir. Ce à quoi il a répondu qu'il ne le savait pas. Elle s'est mise à rire et a commencé à dire que s'il ne l'avait pas fait, elle n'aurait pas rencontré le gaffeur intrépide qui peut la faire rire même pendant ce jeu fou. Et elle a commencé à remercier Ryan pour cela. Après tout, depuis que Ryan était entré dans le jeu des dieux, pas une seule personne n'avait essayé d'être amicale avec lui. Et même Takeda ne s'était intéressé au secret de son pouvoir divin que depuis son plus jeune âge. Mais Teresa osait appeler son premier ami dans cet enfer, et pour la première fois, il ne se sentait pas seul dans cette bataille brutale pour la survie. Il avait sous-estimé leurs adversaires au second tour, et cela ne se reproduirait pas. Mais au même moment, Takeda, celui qui gardait le drapeau, remarqua que des pierres commençaient à tomber du plafond, et au même moment, il dégaina son épée et la pointa vers le cou du roi des singes, qui se tenait au-dessus de lui et commença à lui demander comment il allait, parce qu'il ne pensait pas que leur chemin se croiserait à nouveau sitôt. Le roi des singes commence à dire qu'il ne pensait pas que leur chemin se croiserait à nouveau sitôt. Il voit que Takeda et son équipe ont trouvé son jeune garçon. Il grandit, mais Takeda lui a dit de se taire et de rester en dehors du jeu. C'est contraire aux règles, et il sait déjà que Dieu lui arrachera la tête pour ça. Mais le roi des singes a commencé à répondre que les règles sont les règles, tout, et qu'il a toujours été un air. Et il ne devrait pas s'inquiéter, il ne faudra pas longtemps avant que quelqu'un ne se présente ici. Après tout, la grotte est grande, et ce n'est pas comme s'il leur avait donné autant de temps pour ce tour. Et commença à proposer à Takeda de faire un marché avec lui, il deviendrait son sponsor et ferait de lui son champion en échange d'une faveur. Mais Takeda se demandait quel était le piège. Ce à quoi le roi des singes commença à répondre qu'il savait ce qu'il voulait, mais que c'était impossible, et qu'il le savait. Cependant, pour que cela se réalise, il doit devenir le plus fort, et recruter autant de parrains de divinités que possible. Au même moment, Takeda commença à demander ce que le roi des singes attendait de lui. Il entendit la réponse qu'il voulait qu'il réussisse. Mais Takeda ne comprenait pas pourquoi tout à coup. Le roi des singes lui répondit qu'il continuait à lui poser la question. Parce que lorsque le vrai chaos arrive, sa raison de gagner est l'une des plus folles de ce jeu et il l'aime bien. Mais il veut plus que ça et le fait qu'ils doivent tuer sa compagne Teresa, s'il arrive à l'achever, il investira sur lui et le parrainera. Et c'est aussi simple que cela. Et il n'est pas obligé de la tuer maintenant, il lui donne 3 rounds, dont celui-ci, pour la mettre hors jeu. Mon Dieu, si elle meurt d'elle-même, le marché est rompu. Et il veut que ce soit lui qui torde son mince cou. Mais Takeda ne s'est pas rendu compte de ce qu'elle lui a fait. Ce à quoi le roi des singes se mit à rire bruyamment et dit que rien n'est simple. Il ne l'aime pas et aucun commanditaire ne l'a trouvé. Et il veut que cet imbécile paie pour ce qu'il a fait il y a des siècles. Mais Takeda commença à se fâcher parce qu'il introduisait des motifs personnels dans une compétition indépendante. Mais le roi des singes commença à répondre qu'ils étaient tous les deux conscients que le jeu de Dieu n'est pas juste pour s'amuser et que ce n'est pas une affaire d'une année pour quelqu'un comme lui d'achever une fille virtuellement inconnue. C'est une chose unique, et pourtant il a fait des choses bien pires. Mais Takeda répondit que qui sait, peut-être que lorsque tout cela sera terminé, il l'achèvera lui aussi.
Ce à quoi le roi des singes répondit que c'était une bonne attitude et qu'il y croyait. Immédiatement, le roi des singes disparut. Ou plutôt, il se transforma en une petite mouche. Et en survolant Takeda, il commença à dire que seuls ceux qui avaient la volonté la plus forte survivraient. Takeda, debout sur la terre, pensait à tuer, mais il ne savait pas encore ce que Reya penserait de lui. Mais soudain, il s'arrêta et commença à se demander pourquoi il s'en souciait. Il n'est qu'un imbécile de plus, un concurrent, un tremplin sur le chemin de son but. Et à ce moment-là, notre héros et Teresa ont continué à avancer dans la grotte, et soudain Ryan a commencé à dire à Teresa qu'il marchait depuis 1 heure, si ce n'est plus, et qu'au moins cette grotte se termine quelque part. Mais Teresa a pointé sa main vers l'avant pour qu'ils puissent la voir aussi, et il y avait un drapeau devant eux. En regardant de plus près, ils se sont rendus compte qu'il s'agissait bien d'un drapeau ennemi au loin. Mais il était étrange qu'il n'y ait personne. Au même moment, quelqu'un est apparu dans le dos de notre héros et a commencé à le frapper. Mais dès que Ryan a senti quelque chose, il a commencé à tourner la tête. Et au même moment, quelqu'un l'a frappé très fort, le faisant s'écraser contre le mur. Teresa, qui regardait la scène, ne comprenait pas d'où il venait et a commencé à demander son arme. Dès qu'elle s'est retournée, elle a commencé à leur dire de sortir. Au même moment, 3 joueurs sont apparus, et l'un d'eux a commencé à dire qu'il devait avoir un jour de chance. Notre héros, qui a levé la tête, a vu qu'il s'agissait de ces gars-là et de ce grand type, contre lequel il s'était récemment battu. Et il ne comprenait pas pourquoi exactement ils étaient pris contre eux. L'un d'eux se mit à rire en disant que Toro avait raison et que le 3e joueur était introuvable. Et le grand type qui s'est approché de notre héros a dit qu'il avait des affaires en suspens avec eux et qu'ils allaient les régler tout de suite. Et au même moment, Teresa a commencé à dire à notre héros que le plan de Takeda était nul, et qu'il prévoyait que leurs adversaires se sépareraient. Ils ont donc aligné des défenses, espérant les écraser. 3 heures de plus suffiraient à établir les attaquants, puis à passer à l'offensive. Et maintenant, ils étaient en infériorité numérique, et le grand type qui se tenait contre eux a commencé à dire qu'apparemment les dieux étaient de son côté aujourd'hui et qu'ils avaient amené la proie à leurs pieds. Le grand type a commencé à dire à sa partenaire Calista que le garçon était sa proie. Elle accepta et commença à lui dire de faire ce qu'il voulait, pointant sa baguette magique vers Teresa et commençant à dire que Toro et nous avions parlé d'elle à tout le monde et qu'elle devait lui rappeler qui était son protecteur. Serait-ce vraiment Zeus? Mais elle a répondu que c'était Zéphirus, et cette fille a commencé à dire que cette divinité était faible et misérable. Mais Teresa, tirant son blaster, commença à lui crier de se taire. Au même moment, son adversaire commença à utiliser sa baguette magique, et un grand bloc de glace apparut devant elle. Mais Teresa se rendit compte qu'elle maniait un pouvoir divin à base de glace, et qu'elle allait avoir beaucoup d'ennuis maintenant. Au même moment, elle se projeta sur le côté, mais la fille ne comprit pas pourquoi elle s'était encastrée dans le mur, et elle réalisa soudain que Teresa avait activé son pouvoir divin. Grâce à ce pouvoir, elle pouvait déplacer ses projectiles comme elle le souhaitait. Mais c'est comme ça que la fille se protégeait avec de la glace, parce qu'elle le savait, puisque Torres lui avait parlé de tous ces trucs, et peut-être qu'elle avait d'autres trucs que d'esquiver les balles. Et Ryan, qui regardait tout ça, s'est rendu compte que Torres avait réussi à dévoiler les capacités de Teresa à ses amis, mais que cette fille, Calista, ne sait pas l'essentiel. À savoir que ce n'est pas encore fini, et que Taraz a encore beaucoup de choses en réserve pour les vaincre. Et en tirant sur la montagne, Teresa a commencé à dire qu'elle pensait vraiment que son pouvoir divin était si simple, et les rochers qui tombaient d'en haut. Elle a commencé à les contrôler et à utiliser son pouvoir divin pour les diriger vers Calista. Mais soudain, ce grand type est apparu devant Calista, qui, grâce à son pouvoir terrifiant, a pu réfléchir tous les rochers qui volaient droit sur eux, et il a commencé à dire à sa partenaire de ne pas bâiller, parce que son pouvoir n'est pas limité à quelques balles. Mais Ryan, qui observait tout cela, s'est rendu compte que Teresa avait décidé de dévoiler toutes ses cartes, et que son pouvoir de flash divin lui permettait de déplacer des objets dans la direction de son regard, et que plus l'objet était gros, plus il était difficile de le déplacer. Ce pouvoir a de multiples usages, et d'ailleurs, Teresa le manie presque à la perfection. Mais les barrières de glace de Calista constituent une défense parfaite, et la force brute de Toro une puissance d'attaque intimidante. C'est un duo extrêmement dangereux. Et puis il y a ce type, mais on ne sait pas trop pourquoi il est resté planté là. Mais s'il est déterminé à conquérir le public, il n'y voit pas d'inconvénient. Après tout, c'est un ennemi de moins à craindre. Et Ryan commence à dire à Teresa que le pouvoir divin de Calista est évident. A-t-elle la moindre idée de ce qu'est Toro? Teresa commence à répondre qu'il a déjà vu ce qu'elle sait. Ses gants accumulent le pouvoir de Torres et le projettent d'un seul coup, comme une vague d'explosion. Cependant, il y a eu quelque chose dans le deuxième round qu'elle n'a toujours pas compris. Mais soudain, Ryan a dit que cela suffisait. Après tout, ses yeux verraient ce qui est caché.
Si Teresa était prête, alors elle pouvait commencer en toute sécurité. Et s'il décidait de lui voler sa question? Alors c'est lui qui a décidé de se mettre en danger pour eux. Bien qu'il soit toujours prêt. Mais fou. Et à ce moment précis, notre héros, comme un crétin sans peur, s'est précipité sur ses ennemis. Mais le grand gaillard, ainsi que son partenaire, étaient prêts à les achever, et au même moment, Callisto commença à utiliser ses compétences et à invoquer un grand nombre de projectiles de glace. Ryan, qui se tenait en face d'eux, réalisa que son pouvoir divin ne se limitait pas au mur. Au même moment, il a pu sauter de côté, car avec l'aide de sa partenaire, qui le regardait avec son regard et utilisait son pouvoir magique à distance, a pu déplacer notre héros. Et plus loin, il a commencé à courir tout droit vers les ennemis qui se tenaient à proximité, et alors qu'il s'approchait du grand type, Ryan a commencé à voir que son adversaire, qui se tenait à côté de lui, et ses gants, qui étaient sur les enfants de ses mains, ont commencé à briller d'une lumière brillante. Et il ne comprenait pas pourquoi. Et dès que le grand homme s'était lancé, il a frappé une lumière magique et brillante sur le côté. Mais notre héros réussit à l'esquiver et réalisa soudain qu'il n'aurait pas pu survivre à un tel coup. Et il savait, bien sûr, que Toro est très fort. Mais les gants font de lui un véritable monstre. Et à ce même moment, Ryan décida qu'il ne devait pas penser à des bêtises. Après tout, s'il passait à l'offensive, son adversaire ne serait pas en mesure de monter une autre attaque de ce genre. Et c'est ainsi que le torse a été attaqué de tous les côtés par notre héros. Il l'a tué par derrière, par devant et par les côtés. Mais soudain, il se rendit compte qu'il ne voyait aucune faille avec ses yeux. Et dès qu'il a balancé sa lame à ses pieds, il s'est redressé d'un bond et a levé la tête. Notre héros se rendit compte que son adversaire voulait contre-attaquer. Mais il décida rapidement que pendant qu'il était en l'air, il pourrait arriver par l'arrière et le taillader dans son angle mort. Et alors qu'il était complètement ouvert, il ne voyait pas encore l'opportunité de l'achever. Au même moment, notre héros s'est rendu compte, en voyant la glace sous ses pieds, que c'était son partenaire, qui se tenait à proximité, qui l'avait gêné pendant tout ce temps. Callisto avait couvert la butte pendant tout ce temps. Lors de ses précédents combats, lorsqu'il affrontait son adversaire en 1 contre 1, il n'avait même pas besoin de penser au fait que ses coéquipiers pouvaient annuler ses attaques réussies. Et à ce moment précis, il était encore plus effronté qu'il ne le pensait. De toutes ses forces, il s'élança sur notre héros immobilisé par la glace et le frappa avec une telle force qu'il se rapprocha du mur. Teresa, qui s'en aperçut, se mit à crier à son camarade qu'il allait bien. Immédiatement après, le grand gaillard a commencé à dire à son camarade de ne pas le toucher, car Ryan était sa proie. Ce à quoi son partenaire a répondu qu'il n'y avait pas pensé et qu'il ne voulait pas jouer avec la nourriture de quelqu'un d'autre. Et le grand gaillard sauta sur notre héros, qui gisait près du mur ensanglanté. Il commença à dire qu'il prendrait un réel plaisir à le tuer, le prenant par la tête, continua en disant que maintenant qu'il voyait ses yeux en détail, il se rendait compte qu'il les avait déjà vus, mais qu'il ne comprenait pas pourquoi Dieu et lui avaient les mêmes yeux et qui il était. Mais sa partenaire, Callista, qui se tenait derrière lui, commença à lui demander pourquoi il allait l'interroger et qu'il devait en finir rapidement avec lui. Mais au même moment, Callista a été attaquée, et personne n'a pu savoir qui l'avait fait. Et le grand homme s'est retourné pour le voir. C'était Teresa, qui n'était pas sérieusement énervée et qui a commencé à lui dire de laisser partir Ryan, parce qu'il ne s'était pas encore occupé d'elle, et qu'elle était maintenant prête à les achever tous parce qu'ils avaient décidé d'attaquer son camarade en groupe. Et plus elle avance dans le jeu de Dieu, plus il est difficile de se forcer à continuer, et tous les autres ont une raison de se battre, même si c'est pour une survie insignifiante, et ils veulent désespérément vivre. Mais elle ne ressent pas la même chose, et quel est l'intérêt de vivre dans un monde aussi cruel, un monde solitaire où tout le monde est contre elle? Et dans le jeu de Dieu, il n'y a qu'un seul gagnant. Sachant cela, comment se faire des amis et nouer des relations? Et comment penser à quelqu'un d'autre qu'à soi-même? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus très bien qui est un ennemi et qui est un ami. Et cela vaut-il la peine d'aller de l'avant pour gagner? Et comme elle ne se souciait même pas d'elle-même, elle se posait sans cesse la question suivante, pourquoi continuait-elle à se battre? Qui était à l'origine de tout cela? Et pourquoi devenait-elle si sérieuse en ce moment qu'elle était prête à mettre en pièces tous ceux qui se mettaient en travers de son chemin? Au même moment, le grand type qui avait laissé Ryan partir commence à regarder dans la direction de Teresa et à dire, où a-t-elle eu le deuxième pistolet et quand l'a-t-elle eu? Je veux dire, elle ne l'a pas utilisé lors de la deuxième manche. Mais à chaque fois, elle a répondu que ce n'était pas nécessaire. Mais le grand type a commencé à rire et à dire que ce n'était pas nécessaire, et que c'est pour cela que la tête de son partenaire a explosé en morceaux. Et le fait qu'elle avait le pouvoir de sauver son partenaire depuis le début, mais qu'elle a choisi de ne pas le montrer. Alors pourquoi révéler ses cartes maintenant et pour un connard? Pourquoi?
En repensant au fait qu'elle et son partenaire avaient décidé de passer à l'étape suivante, elle ne trouvait pas de raison pour qu'elle retrouve le goût de vivre. Et c'est à ce moment-là que sa partenaire lui a demandé de la sauver, parce qu'elle n'en pouvait plus, et c'est à ce moment-là que le gros bras a achevé sa partenaire. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu que sa partenaire Lily était restée désintéressée et optimiste, même cette année. Si quelqu'un méritait de survivre, c'était bien elle. Et peu importe le nombre de fois qu'elle a tiré sur le monticule, il a tenu bon, et peut-être que si elle sortait un deuxième fusil, elle pourrait le tuer plus vite et sauver sa partenaire. Mais est-ce vraiment important si c'est son partenaire qui finit par mourir et pas elle? Quoi qu'il en soit, chaque participant au jeu de Dieu est son ennemi. Et c'est vrai, et elle s'est retenue en vain jusqu'à la fin. Et elle n'aurait pas dû laisser son partenaire mourir ainsi. Et ce regret la hante à chaque instant depuis la fin du deuxième tour. Elle a été tellement stupide de penser qu'elle pouvait se battre seule. Mais c'était une erreur, et c'est pourquoi elle ne les laissera plus tuer ses partenaires. Et maintenant, elle est prête à les détruire tous parce qu'ils ont osé toucher à Ryan. Parce que maintenant, elle ne pourra plus faire ce qu'elle a fait au deuxième round, c'est-à-dire rester là à regarder son camarade se faire tuer. Et au même moment, Calista, la partenaire du grand, commençait à s'insurger et à lui dire de garder sa morve pour plus tard. Elle l'avait abattu, et maintenant elle disait adieu à sa vie. Mais Teresa n'en était pas si sûre et a commencé à tirer avec ses pistolets. C'est alors que deux obus ont volé vers la fille, mais le grand homme a compris qu'il s'agissait d'un piège et a commencé à crier à sa partenaire de faire attention. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas sortir de derrière ses propres murs de glace, et qu'elle a commencé à élaborer un plan. Elle a donc commencé à élaborer un plan. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était de tout bloquer de l'avant. Mais soudain, une étincelle apparut, provoquant l'effondrement de son mur de glace, et un énorme projectile lui transperça l'estomac. Même si elle ne comprenait pas comment cela était possible, et à la façon dont Teresa a pu percer ses défenses, Tarasa a commencé à répondre que le pouvoir divin de la guimauve se manifeste différemment selon l'arme. Le premier implique un flash qui lui permet de plier de petits objets et de contrôler leur trajectoire avec son regard. Et le second pistolet est centré sur des capacités de contrôle de l'accélération des objets visibles. Elle s'est déjà trompée une fois, et cette fois-ci, elle ne se laissera pas décourager. Mais Callisto a commencé à se lever et a dit qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle avait deux pouvoirs à la fois. Elle lui a donné une bonne correction, mais cela n'a plus d'importance. Soudain, elle a commencé à utiliser son énorme pouvoir et a dit à son partenaire Taureau que Teresa était maintenant sa proie. Il l'a entendu, de façon esséurante, et elle a laissé libre cours à son pouvoir. Et maintenant, personne ne doit se mettre en travers de son chemin. Ce à quoi son partenaire répondit avec un visage sérieux de l'écraser, ce à quoi Callisto répondit avec grand plaisir. En un instant, une force phénoménale s'envola vers Teresa, qui se tenait debout et ne voyait devant elle qu'un puissant sortilège qui pourrait bientôt l'atteindre et l'achever. Et en un instant, la multitude de soldats de glace que Callista avait convoqués apparut devant elle. C'était sa mort froide, une compétence spéciale qu'elle gardait pour les cas d'urgence. Notre héros, qui était assis à proximité, réalisa qu'elle avait invoqué tous ces soldats de glace grâce à son pouvoir divin. Callista se mit à hurler d'admiration. Au même moment, Callisto ordonna à ses soldats de glace de tuer Teresa. En un instant, ils se dirigèrent tous vers Teresa, qui se tenait debout et commençait à respirer profondément l'air froid de cette grotte, qui lui donnait des frissons dans le corps. Et Teresa décida de jouer sérieusement elle aussi. À l'aide de son pistolet, elle commença à invoquer une multitude d'étincelles. Avec ses mains dans différentes directions, elle commença à tirer, et tous ses projectiles se déplaçaient comme au ralenti. Mais personne ne comprenait comment elle pouvait faire cela. Mais le partenaire, le grand type qui se tenait à côté de lui, a commencé à dire qu'il existait un crabe qui lui permettait de contrôler le degré d'accélération des petits objets. Il l'avait déjà vu accélérer ses balles, et il semblait que ralentir était également dans ses cordes. Il fallait maintenant se mettre à l'abri. Callista n'en croyait pas ses yeux. Même si elle ne se souciait pas de sa propre vie, elle ne comprenait pas pourquoi elle se battait. C'est alors que Teresa utilisa son flash, et ses énormes projectiles commencèrent à transpercer les soldats de glace qui avançaient sur elle. Et elle continua à tirer, remplissant l'air de tant de balles qu'elles se transformèrent en pluie de plomb. La lumière qui traversait les nuages de poussière dans l'air créait une toile rouge et bleue qui, en un instant, commença à s'effondrer sur le sol. Tel fut le sort de tous ceux qui se trouvaient en dessous d'eux, tous les soldats de glace. Des centaines de balles décrivirent des courbes, accélérèrent, ralentirent, ricochèrent et atteignirent finalement leur cible. Teresa les contrôlait. Elle utilisa une grêle de balles, qu'elle utilisa pour détruire tous les soldats de glace et briser le cocon de glace dans lequel Callista se cachait. Et au même moment, Callista commença à tomber au sol, blessée par de nombreux obus. Notre héros, en regardant cela,
commença à penser qu'il n'avait peut-être pas besoin de se battre pour lui-même. Il se battrait pour les autres et pour ses amis. Cela ne lui paraissait pas si mal. Lorsqu'il vit ce que Teresa exécutait sous ses yeux, il commença à se demander ce qu'elle ne faisait pas pendant l'entraînement. Le grand gaillard qui regardait sa partenaire et voyait Teresa se rapprocher de lui petit à petit. Et dès que Calista s'est retournée, elle a commencé à dire à son partenaire taureau qu'il semble que son destin soit maintenant entre ses mains. Au même moment, Teresa s'est approchée et a tiré sur Calista, la faisant tomber au sol et l'empêchant de bouger. Tous les spectateurs n'en croyaient pas leurs yeux. Mais Teresa a commencé à dire à Taureau qu'il était le prochain et qu'elle le poursuivait. Et dès que notre héros a vu tout cela, il a commencé à se dire que Teresa est forte, mais qu'elle est bien au-delà de ses espérances. À ce moment-là, Taureau a commencé à s'énerver et à dire à son partenaire Ethan qu'il n'allait pas faire quelque chose et qu'il était un imbécile et qu'il s'agissait d'un contrat. S'il lui disait cela, il ne voudrait pas être son partenaire. Mais tout à coup, notre héros, en entendant le mot contrat, a commencé à comprendre qu'Ethan avait passé un accord avec Dieu. Et que c'est pour cela qu'il ne se battait pas. Taureau a commencé à crier qu'après avoir fini de déshabiller ces deux-là, il allait aussi tuer son Ethan. Il doit donc rester assis et regarder. Et juste au moment où Taureau a donné un énorme coup de poing, notre héros a réussi à rebondir. Teresa a décidé de lui demander comment il se sentait, ce à quoi Ryan a répondu, ça ne pourrait pas aller mieux. Mais soudain, il a commencé à dire qu'il pensait que les coups de poing de Taureau étaient de plus en plus durs, et qu'il semblait devenir plus fort. On ne sait pas très bien d'où il tient cela, mais notre héros répondit qu'il le voyait et que son pouvoir divin se renforçait de minute en minute. Teresa se rendit compte que cela avait du sens. Elle l'avait d'ailleurs remarqué lors du deuxième round. Mais Taureau, qui se tenait devant eux, a dit qu'il se rapprochait, car son gardien est un minotaure, et plus il utilise de puissance divine autour de lui, plus il devient fort. Mais Teresa n'a pas voulu entendre cela et a immédiatement commencé à l'attaquer avec ses armes. Taureau poursuit en disant que, malheureusement pour lui, il s'en est rendu compte trop tard. Et, à toute vitesse, il a commencé à se diriger vers notre héros et Teresa. En se balançant, il voulut frapper Teresa, mais elle se retint à temps. Mais ce coup se refléta très fortement sur ses gants et vola dans le mur le plus proche, le faisant éclater. Teresa comprit que si les balles et ses gants la touchaient, elle était morte. C'était grave, et il n'aurait pas assez de temps pour le vaincre. Mais soudain, une autre explosion retentit. Et tandis que les rochers tombaient d'en haut, de la poussière apparut dans le voisinage. Notre héroïne, qui regardait cela, espérait que son partenaire s'en sortirait à temps. Soudain, il vit Taureau se diriger vers lui. Et avant qu'il ne puisse réagir, il le vit s'approcher très vite, et dit qu'elle avait tué ses deux partenaires. Et il doit égaliser le nombre de joueurs sur le terrain. Se rapprochant de plus en plus de notre héros, il le frappa à la tête avec une telle force que Ryan tomba au sol. Il se rendit compte qu'il devenait non seulement plus fort, mais aussi plus rapide. Mais au même moment, l'épaule du grand gaillard fut endommagée par un projectile tiré par Teresa, qui se tenait dans son dos. Elle parvenait encore à résister après ses nombreuses attaques. Il se retourna et commença à la réprimander en disant qu'apparemment elle ne savait pas quand s'arrêter. Et au même moment, il a tiré ses gants dans sa direction. Mais Teresa n'a pas pu rebondir, car elle était blessée à la jambe, et le projectile a touché sa main, l'abîmant et faisant voler son arme sur le côté. Mais pendant ce temps, notre héros observait tout cela et avait déjà commencé à agir. Car c'est à ce moment-là, en se levant de son siège, qu'il a vu qu'il pouvait tuer. Car c'est ce qu'il voit de ses yeux. Mais dès qu'il s'est approché de lui en courant, le grand gaillard a balancé ses bras et a pu toucher le sol. Il se rendit compte qu'il ne l'atteindrait pas à temps, car le sol commença à se dérober sous ses pieds et notre héros fut projeté sur le côté par une grande vague. Au même moment, le héros s'est relevé et s'est dirigé vers sa compagne en lui demandant si elle allait bien. Ce à quoi elle répondit qu'elle avait l'air d'être trop gravement blessée. Et plus la bataille dure, plus leur adversaire devient fort, et ils doivent le tuer maintenant avant qu'il ne riposte. Mais dès que Teresa a dit qu'elle le couvrirait, notre héros a commencé à réfléchir au fait qu'il ne peut pas compter sur le fait que les autres seront toujours là pour le sauver. Cette fois, avec juste une arme et ses yeux, il peut gagner. Et il peut gagner tout seul. Teresa s'est occupée seule de Calista, et il est temps de faire sa part dans cette bataille et de vaincre ce grand type tout seul, pas comme il le fait toujours, quelqu'un le fait. Callisto était le deuxième de cet horrible jeu à lui parler sans aucune crainte. Le premier était un type dont il n'avait jamais appris le nom, et qu'il ne voulait pas lui donner par 17. Il le regarda d'un air déterminé quand il dit qu'il était prêt à se battre à ses côtés, et il le dit avec une telle assurance, comme s'il pensait être le plus fort de la pièce. Mais il s'en fichait, car il était le seul à ne pas le regarder en tremblant de peur. Il voulait être son partenaire et allait être sauvé avec lui. Pourquoi devait-il mourir s'il pouvait le protéger?
lorsque Dieu lui a demandé ce qu'il pensait d'une seconde chance, d'une chance de venger son partenaire, la rage qu'il avait éprouvée de son vivant s'est manifestée avec autant d'intensité, même après la mort. Il ne pouvait pas reposer en paix en sachant que l'assassin de cet enfant était toujours en vie. Et quand il s'est réveillé, il a réalisé qu'il était toujours dans le monde des mortels, hurlant son désespoir sur le sol du château. C'est alors que Callisto s'approcha de lui et commença à lui dire qu'un aigle aussi puissant que la jeune fille, et prudent s'il affichait sa faiblesse, deviendrait immédiatement une proie facile. Lui tendant la main, Callisto lui dit, « Allez, prépare-toi, dis-moi ce qu'il y a. » Il n'avait pas beaucoup de temps avant le début du 3e round, mais au lieu de s'entraîner ou de chercher une équipe, elle s'assit et l'écouta, lui disant que ce n'était pas la vengeance qui allait l'aider à se sentir mieux. Il ne connaissait même pas le gars, et il l'aimait bien. Et ce n'est pas rare par ici. Elle aime les gens qui ne veulent pas la tuer. Et il allait vraiment se venger d'un homme dont il ne connaissait même pas le nom. Et le fait qu'il était un enfant, et le fait que son tueur était toujours en vie, et en fait il n'avait pas le choix. C'était une condition du jeu. Et même si elle était désolée pour le grand gaillard, il n'était pas le seul à avoir perdu un camarade au second tour. Et quand elle a décidé de proposer de faire équipe et de trouver ce tueur ensemble, il n'a pas compris pourquoi elle voulait être dans la même équipe que lui. Callisto a commencé à répondre qu'elle sait qu'il est fort, et qu'il est juste complètement écervelé en ce moment. Et voir quelqu'un qu'il connaît mourir en vaut la peine. Il doit donc faire face à cette douleur avec elle. Et ne pas parler la bouche pleine, parce que c'est un peu dégoûtant. Mais il ne se souvient pas de la dernière fois qu'il a ri comme ça. En fait, pour la première fois depuis son arrivée dans cet endroit cauchemardesque, il a appris, grâce à un souvenir que lui a transmis un mannequin, qu'il était autrefois ouvrier du bâtiment. Tuer et regarder les autres mourir, ce genre de vie n'était définitivement pas pour lui. Dans le jeu de Dieu, Dieu doit être intimidant pour effrayer son adversaire, mais il s'est demandé comment il vivait avant toute cette folie. Il se demandait comment étaient ses proches. Mais maintenant, il se battait contre notre héros, qui volait vers lui, et le grand type a commencé à dire à notre héros qu'elle était encore en vie, et qu'ensuite il recommencerait, qu'il achèverait Ryan. Et il continuait à crier à notre héros pourquoi il se battait devant lui maintenant, s'il devait le laisser tuer Teresa pour venger ses amis. Mais soudain, notre héros s'est baissé et a pu le frapper avec sa lame juste sur ses jambes, et dès que le grand type s'est agenouillé, notre héros a sauté pour porter le coup final. Mais en un instant, le grand type a pu attraper son arme avec ses mains. Mais au même moment, celle qui était à l'origine de tout ce combat a commencé à tirer avec ses pistolets, endommageant ainsi le grand type. Et il s'est mis à crier qu'elle avait tué 2 de ses amis. Mais notre héros lui a répondu qu'il comprenait, et a finalement porté un coup écrasant. Alors qu'il était en train de mourir, le grand type a commencé à dire qu'il ne pouvait pas se venger maintenant, mais en saisissant la tête de notre héros, il a commencé à dire qu'il l'emmènerait au moins dans l'autre monde avec lui à ce moment-là. Tenant la tête de notre héros très fort, il a failli l'achever. Mais Teresa a continué à tirer avec son arme, et à un moment donné, notre héros a pu se libérer de son emprise, parce que Teresa l'a aidé. Le grand homme blessé, allongé sur le sol, a regardé sa partenaire et a commencé à dire que la prochaine fois, il pourrait peut-être venger tout le monde. Et au même moment, les larmes ont commencé à couler sur le visage du grand homme. Il a compris que c'était la fin.